Merci, Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Alain Touré pour le groupe RDP. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission, seul l'État jacobin peut assurer la décentralisation, disons-le avec force. Cette décentralisation, comment peut-elle se faire? D'abord, par la suppression des territoires inutiles, ensuite par la fusion d'un certain nombre de ces territoires, puis par un transfert de compétences, bien évidemment, et enfin par la réorganisation de la gouvernance. C'est sur ces principes et avec cela qu'il pourrait y avoir une véritable réforme territoriale. Les occasions ont été manquées depuis longtemps. On avait, depuis 1981, la possibilité, en 1997, de faire cette réforme. Nous étions, Monsieur le Ministre, vous et moi, élus à cette époque. Nous ne l'avons pas faite. En 2002, le président Chirac réunit près de 80% des voix des Français. Il avait la possibilité de faire une grande réforme. Il accouche d'une petite réformette à raffarinade. Ensuite de ça, nous avons eu la possibilité, en 2012, alors que nous avions tous les pouvoirs, de faire une grande réforme. Nous n'avons pas fait grand-chose, il faut bien le dire, en dehors d'ajouter un peu plus au millefeuille administratif avec la métropole. Si bien qu'aujourd'hui, en 2014, je félicite le gouvernement, je le félicite totalement, car il a eu le courage de s'atteler à cette réforme, alors même que les élus locaux, les grands barons, les grands élus ont fait tout ce qu'il fallait pour empêcher cette réforme. Alors, Monsieur le Ministre, tenez bon, voilà ce que je peux vous dire, tenez bon. Et je vais vous, pour illustrer cet engagement, vous raconter l'histoire d'un combat impossible, l'histoire de la réunification de la Normandie. Et on ne sera jamais suffisamment reconnaissant au Président de la République d'avoir brisé le nœud gordien qui est étranglé ces deux régions. Et pourtant, depuis 911, l'histoire était commune. Traité de Saint-Clair-sur-Epte, est-ce que vous vous rendez compte? 911. Ceci jusqu'en 1955, car à l'époque, un préfet, dans le cadre d'un plan voulu pour faire une réforme par décret, un préfet a divisé la Normandie en deux. Et puis, deux hommes politiques ont trouvé que c'était parfait. L'un s'appelait Monsieur Le Canuet, c'est un homme important pour la droite. L'autre s'appelait Monsieur Dornano, c'était un homme important pour la droite. L'un était démocrate chrétien, l'autre républicain indépendant. Et ils ont structuré autour d'eux ces deux régions qui, progressivement ainsi, se sont séparées. Et pourtant, le pont de la Normandie venait les relier. L'axe Seine devait les féconder. Il existait tout un certain nombre de structures communes. Le CRT, Comité régional du tourisme, que j'ai présidé pour les deux régions. La Chambre régionale d'agriculture. Les agriculteurs, eux, étaient favorables à cette région. Mais l'union est un combat, et l'union est un combat surtout lorsqu'elle oppose des amis politiques, et en particulier lorsqu'elle nous a opposés à nos amis socialistes de Haute-Normandie. Gardez vos insultes pour vous-même. Il a fallu naturellement, il a fallu, je vais vous en convaincre, il a fallu d'abord lever les obstacles constitutionnels, car, je le rappelle, c'est avec Hervé Morin que nous avons créé l'association de réunification de la Normandie. C'est un combat que nous avons mené ensemble, et nous avons réussi à faire passer, en 1999, un amendement sur la réunification. On nous a soulevé l'obstacle constitutionnel. À l'époque, la Constitution empêchait la réunification des régions. Très bien. Pourtant, nous avions l'opinion qui nous suivait. Mais bien sûr, nous avions la statue du commandeur qui était là, omniprésente, et qui menaçait cette possibilité de la réunification normande. Jusqu'à la fin, on nous a opposé la possibilité d'une fusion avec la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais, n'importe quoi. Ni plus ni moins, n'importe quoi. Heureusement, au dernier moment, la sagesse est revenue. Et je pense que le président de la République, quand il est venu le 6 juin 2014 sur les plages de Normandie, où il a vu la force de la Normandie accueillant tous les chefs d'État du monde, il a compris à partir de ce moment-là qu'il était hors de question
de ne pas respecter la Normandie, toute la Normandie, rien que la Normandie. Et puis on nous a mis naturellement la notion de référendum, obligation qui devait... D'abord, on devait faire un référendum. Vaste fumisterie. Vaste fumisterie, le référendum, cet objet mi-bonapartiste, mi-gaulliste, mais en tout cas jamais radical. Référendum, en tout cas, qui devait se faire sur les deux régions avec une majorité qualifiée. On a vu ce que ça a donné avec l'Alsace. Il y avait 80% des élus qui voulaient faire la réforme alsacienne. Il y avait une majorité qui existait au niveau de la région. Mais on a imposé en plus non seulement une majorité régionale, mais des majorités départementales. Le résultat, c'est que l'échec alsacien a fortement pesé, car c'eût été sans doute un modèle qui aurait pu être repris par la Bretagne, modèle qui aurait pu être repris par la Normandie, c'est-à-dire la fusion entre la région et les départements. Et ça, c'était véritablement l'objet de l'avenir à ce niveau. Et je pense que nous paierons très cher dans l'avenir cet échec qui, malheureusement, s'est fait sur le front du refus alimenté par le Front national, qui n'est pas là, mais qui pèse, front de refus alimenté par Force ouvrière, front du refus alimenté par le Front de gauche. Voilà quel a été le front du refus qui a empêché cette grande réforme. Alors, il a fallu, évidemment, que nous nous battions à ce niveau-là. Nos atouts pour la réunification de la Normandie étaient immenses. Nous avions la façade de l'Angleterre, nous avions la terre d'accueil de l'Île-de-France, nous avions la beauté du paysage et nous avions quelque chose d'exceptionnel, et je n'en remercierai jamais assez Laurent Fabius, le commandeur de tout à l'heure, l'impressionnisme. L'impressionnisme. Car finalement, la culture, les tableaux, la beauté, les paysages se sont faits sur cette école de l'Estuaire, sur cette école de la Seine. Et tous les plus grands peintres, tout ce qui peut exprimer actuellement la force de la France dans le monde entier, quand vous parlez au Japon, quand vous parlez en Chine, on vous parle de l'impressionnisme. Nous avions ça en commun et nous en étions particulièrement fiers. Et en plus, nous avions le cheval. Nous sommes la région du cheval avec les Jeux mondiaux du cheval qui vont se faire dans un mois. Voilà, nous avions toutes ces possibilités pour développer nos forces. Nous n'y sommes pas arrivés. Ce combat de 15 années, je n'ai pu le mener à bien. Et je n'ai pu le mener à bien car mes amis de Haute-Normandie s'y sont totalement opposés. Alors je suis particulièrement fier de ce que le président de la République ait décidé de faire cette réforme sur laquelle tous les coups sont à prendre, mais qui démontrera dans l'avenir les capacités politiques de réorganisation du gouvernement et du président de la République. Restera à régler, monsieur le ministre Valigny, le sort des capitales. Restera à régler le sort des capitales. Caen n'a pas vocation à se faire plumer. Il faudra trouver, à partir de ce moment-là, des solutions. Des amendements ont été déposés, dont j'ai parlé avec monsieur le rapporteur, qui a eu l'amabilité de bien vouloir m'entendre. Des amendements ont été déposés pour rappeler un certain nombre de principes. Premier principe, si nous faisons des régions en dehors de la proximité et en dehors de la centralité, elles seront refusées. Si nous ne faisons des régions qu'autour des métropoles, sans prendre en compte les territoires, elles seront refusées. Voilà ce que je tire comme votre attention. Le critère de centralité, le critère de proximité est essentiel. Je le dis devant mon ami Goasdoué qui est là, qui me rejoint et qui a déposé les mêmes amendements à ce sujet alors qu'il représente le département de l'Orne. Je me félicite à partir de ce moment que ces critères soient pris en compte. Deuxième chose, faut-il obligatoirement que dans la même ville, il y ait l'Assemblée régionale et la préfecture de région? Bien évidemment que non. On me dit qu'une loi ne permettrait pas cela parce que ça ruinerait un peu la rapidité que l'on attend de l'État dans le contrôle de l'égalité. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On n'est plus en 1870 où il fallait aller à cheval pour aller à la préfecture de région. Maintenant, tout se fait par Internet. Bien évidemment, cela ne veut absolument plus rien dire. En tout cas, monsieur le ministre, je veux vous convaincre qu'il y a sur ce sujet une piste véritablement à rechercher. On peut parfaitement comprendre que d'un côté, il y a la préfecture de région et que de l'autre côté, il y a l'Assemblée régionale. C'est un peu ce que vous avez proposé avec votre sens du symbole, de l'image et de la litote avec
le jardin à la française ou le jardin à l'anglaise. Nous n'avons pas à cultiver partout du jardin à la française, c'est-à-dire les cheveux en brosse à égalité, la même taille partout dans toutes les régions. Ce que nous voulons, au contraire, c'est une possibilité d'imagination en la matière et de faire en sorte que chacun s'y retrouve dans cette réforme. Si chacun ne s'y retrouve pas, elle sera rejetée. Alors, voilà les derniers obstacles. Ces derniers obstacles, j'espère qu'ils seront levés par les amendements que nous avons déposés, et en tout cas sur la notion de chef-lieu provisoire qui, dans un premier temps, devra être déterminée et qui, selon la jurisprudence administrative, doit se faire autour de la ville la plus petite, avec la possibilité de discussion avec l'ensemble des métropoles par la suite. Messieurs les ministres, si nous n'agissons pas ainsi, cette réforme sera rejetée. Il appartient à l'État d'assurer les péréquations, d'assurer l'égalité des territoires. C'est le terme le plus fort. Le sentiment d'abandon, Monsieur le ministre, est extrême dans nos territoires. Je suis élu du bocage normand, que des petites communes, que des petites communes. Dans ces petites communes, désormais, le Front National, au premier tour, fait 40%. Pourquoi le Front National fait-il 40%? Parce qu'il a un sentiment, les gens ont un sentiment d'abandon, ils ont le sentiment que c'est lui qui propose des solutions à ce sentiment d'abandon. Abandon des services publics, abandon de l'État, abandon de la proximité, abandon de la centralité. C'est pourquoi je vous dis avec force qu'il est indispensable que dans ces nouvelles régions, il y ait des nouvelles capitales qui puissent, à partir de ce moment-là, exprimer le sens et la volonté de l'État d'irriguer nos territoires. Monsieur le ministre, vous avez compris, je vous soutiendrai et j'espère vous avoir convaincu.